Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, le format que j'avais prévu, c'est que chacun, son tour, on se présente pendant environ 5 minutes dans son action, dans son quotidien. Puis après, on va passer à des sujets plus... un certain nombre de questions. Il y a Florian qui va aussi nous parler d'une situation précise, d'un cas précis. Et voilà, donc je ne sais pas par qui je commence. Par Yann, peut-être ? Yann Manzi, Utopia 56, asso citoyenne de terrain à Calais, Paris, Tours, Lille, Lyon, dans différents campements en direct sur le terrain tous les jours depuis 2015. Alors, en ce moment, vous êtes engagé sur quel terrain en particulier ? Alors aujourd'hui, on est à Calais, principalement, Paris, et on est aussi sur des régions comme Tours et Lille où il y a une population d'exilés assez importante, surtout dans des squats. À Paris, autour de la porte de la Chapelle et porte d'Aubervilliers, et à Calais, toujours avec les exilés, à essayer d'apporter le minimum de soutien qu'on peut leur apporter. D'accord. Et un retour de terrain très actuel. Je disais qu'il y avait moins de monde à Calais qu'à d'autres Moins de monde à Calais par rapport à ce qu'on a pu vivre et la jungle de Calais. Par contre, toujours du monde à Grande-Synthe et quand même toujours du monde à Calais et toujours du monde entre la Belgique et Calais. Donc on peut dire qu'il y a quand même toujours une population frontalière. Et bien sûr, toujours des gens qui essayent d'aller en Angleterre, bien sûr, aussi en partie parce que toutes ces populations ne peuvent pas demander l'asile en France. Et on revoit beaucoup de personnes qui auraient aimé demander l'asile et qui se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir demander l'asile en France et qui se retrouvent encore et toujours à Calais pour essayer de se créer un avenir en Angleterre. D'accord. Et rapidement sur Paris, une situation qui devient de plus en plus catastrophique. On peut imaginer que depuis 2015 et les campements parisiens, on peut voir une exclusion de ces populations qui sont de plus en plus emmenées vers la périphérie. On les invisibilise. À Paris, c'est toujours minimum 1500 personnes sans aller autour de la porte de la Chapelle et dans ses environs, et dans des conditions sanitaires totalement déplorable, et c'est de pire en pire. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on pourrait imaginer que ça s'améliore, mais en fait, non, ça s'améliore pas, ça se détériore. On reviendra sur le détail des choses. Alors, Alain Régnier, je suis très reconnaissant que vous soyez là, parce que c'est le seul représentant de l'État que j'ai réussi à avoir. Alors, Alain Régnier, c'est un représentant de l'État un peu particulier, mais quand même, c'est fantastique que vous soyez là. Est-ce que vous voulez dire un mot pour vous présenter un peu vos actions en général et vos actions actuelles en particulier ? Bien, bonjour à tous, donc merci de cette invitation et très heureux d'être là ce matin. J'ai toujours trouvé très très intéressant de travailler avec la recherche et de réfléchir ensemble à notre monde et à la manière dont on pouvait mieux répondre aux défis qui sont posés aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai cette sensibilité scientifique parce que je suis moi-même scientifique. J'ai fait de l'immunologie, de la génétique moléculaire. Donc, les propos qui ont été tenus il y a quelques minutes m'ont fait beaucoup réfléchir sur effectivement les comparaisons sur le fonctionnement d'un être pluricellulaire comme nous, avec 150 milliards de cellules, et la question de la frontière, de la régulation. Et puisque nous avons un médecin aussi à côté d'ici, de place, sur la nécessité à la fois de préserver l'identité de l'organisme et en même temps de travailler avec un système immunitaire qui préserve cet organisme et en même temps qui lui permet de rester ouvert à l'extérieur. Et un des symptômes de notre époque, c'est un symptôme inflammatoire, c'est-à-dire que la situation du système immunitaire, qui est encore une fois quelque chose de très positif dans un organisme, est en train de poser problème et de risquer même de tuer le malade, parce que justement les processus de rejet entraînés par les surréactions, alors même que entre deux cellules, à tout moment, enfin pour les non-biologistes, il y a plusieurs millions de molécules qui passent la frontière d'une cellule à l'autre en permanence. Donc nous sommes, nous, fondamentalement des êtres en communication et en mouvement à l'intérieur même d'un ensemble. Alors, donc je pense que ça sera intéressant d'ailleurs d'approfondir ces réflexions entre les sciences expérimentales et la biologie et la manière dont fonctionnent les sociétés humaines. Je ferme cette parenthèse.
Par ailleurs, donc, je suis engagé depuis 35 ans dans ma vie professionnelle sur les politiques sociales au sens large, les politiques de la ville, de lutte contre les discriminations, d'inclusion sociale, de mal logement, puisque j'ai créé et été 6 ans délégué interministériel pour les sans-abri et les mal logés, et depuis 1 an et demi, je suis donc délégué interministériel pour les réfugiés. Si j'ai choisi cet engagement, c'est encore une fois parce que je pense que l'engagement au service public et à l'État est quelque chose qui me correspondait bien et qui correspond à mes valeurs, et en même temps parce que je pense que c'est aussi de l'intérieur qu'on peut favoriser la transformation du système administratif, politico-administratif lui-même, ou tenter en tous les cas. Et ce que je constate, puisque cette table ronde, le premier point, c'était l'état des lieux, c'est sur ces 35 ans une profonde dégradation de l'environnement. Jeune sous-préfet dans la politique de la ville, dans le Val d'Oise, il y a 30 ans, on était avec des vraies dynamiques citoyennes, territoriales, des mobilisations, et j'ai vu ce recul petit à petit, cette montée de l'individualisme, de l'absence d'un projet commun à partager ensemble, et en même temps donc la montée de ces peurs, alors même que l'après-Deuxième Guerre mondiale était quand même 30 ans où on a essayé de construire plus de droits, la Déclaration universelle des droits, les droits de l'enfant, de sécuriser pour ce qui est des migrations, avec l'Union européenne, la directive 2004-38 sur la liberté de circulation. Donc, je dirais, on a eu tout un ensemble et d'un point de vue sociologique ou médical, la transformation de l'hôpital psychiatrique, puisque pendant des siècles, ce que l'on appelait les fous étaient enfermés, et la transformation et l'ouverture vers la ville a conduit à ouvrir cette ville. Malheureusement, les phénomènes de rejet sont de plus en plus violents et conduisent les décideurs politiques de mon point de vue, à être beaucoup trop sensibles à ce que représenterait l'expression de l'opinion publique au travers de sondages ou d'appréciations générales, ce que je ne retrouve pas, moi, depuis 1 an et demi, dans une trentaine de déplacements en proximité, où je vois au contraire une France et un pays qui est beaucoup plus contrasté et dans lesquels il y a énormément d'initiatives pour l'inclusion au sens large. Donc il y a une sorte de distorsion entre des États-nations qui retrouvent, pour moi c'est une sorte de retour de la flamboyance des États, qui avait été profondément dénaturée après le deuxième conflit mondial et par la montée d'un droit international qui est en forte régression. Et donc la ville, finalement, pour moi, c'est l'avenir de notre humanité. D'abord, ça a été ce qui l'a fait au départ, cette humanité, c'est le phénomène urbain. Et aujourd'hui, l'avenir de ce siècle, de mon point de vue, c'est le retour à un ensemble de villes qui gouverneront la planète sans les États, parce que je pense que les États sont une forme dépassée de l'organisation politique. Mais c'est mon point de vue tout à fait personnel, et je pense donc que dans ces territoires-là, et je le vois bien dans notre pays, puisque je suis en train je vais conclure 10 contrats avec 10 grandes métropoles françaises, la question de l'autre et de la différence ne se pose pas du tout de la même manière dans les grands territoires urbains, dans lesquels les gens ont l'habitude de partager l'espace et d'être ensemble et de toutes origines. Donc la question, elle est posée, comment dépasser les peurs, et de manière à... Je voudrais citer juste un exemple très positif de ces dernières semaines. J'ai lancé un programme de plusieurs milliers de missions de service civique pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Nous avons fait une petite campagne de communication sur les réseaux sociaux. Nous avons eu 260 000 vues et 2000 jeunes qui ont exprimé leur envie de faire une mission de service civique pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. C'est-à-dire que je vois, même si le ciel est très sombre, un certain nombre de points de taches bleues parce que finalement on est très dépressif. On voit tout va mal, on voit tout en noir. Et je pense au travers des relations qu'on a eues, du travail que nous avons conduit ensemble sur les campements roms il y a quelques années, je pense que nous avons quand même mis en place des choses qui
font que la situation n'est pas tout à fait la même. Alors, la question, encore une fois, moi, en tant qu'acteur public, c'est est-ce qu'il faut que je me résoudre à ne rester que sur les marges. Donc, j'essaye néanmoins de procéder en interne à un mode projet, à une transformation de l'action publique. Et les collectivités locales, et donc celles qui sont présentes ici et beaucoup d'autres, sont en train de démontrer qu'il est possible d'avoir une autre politique territoriale, une autre action publique, que le discours national, qui est un discours extrêmement clivant et qui joue sur les peurs et sur l'irrationnel. Et pour terminer, ma préoccupation première, c'est encore une fois, j'ai été très marqué par ma formation scientifique, c'est de remettre la science et la raison dans le débat public. Nous sommes aujourd'hui dans un débat public hystérisé qui dit n'importe quoi. Et avec l'Institut Convergence, qui est aussi un des parties prenantes de cette journée, et d'autres entités de recherche, j'ai pour ambition de promouvoir un débat démocratique en France sur des choses objectives et qui permettent de discuter sereinement des questions dont on parle, de la présence de sans-abri, de gens différents, de toxicomanes dans l'espace public, d'étrangers. Je préfère le mot étranger au mot migrant. Et donc de voir de quelle manière on est effectivement des entités vivantes qui n'ont pas peur de l'autre et qui constituent, encore une fois, le socle de ce que pourrait être ce siècle, qui peut apparaître comme avec beaucoup de menaces. Donc la question, effectivement, moi je préfère le mot accueil à hospitalité. Quand le poste a été créé, j'ai demandé au président de la République de rajouter le mot accueil, qui n'était pas prévu d'ailleurs dans le programme de ce matin. L'intitulé exact de mon poste n'est pas indiqué, c'est accueil et intégration. J'ai souhaité que le mot accueil figure, parce que pour moi, dans la discussion que j'ai avec les collectivités et avec les citoyens et l'ensemble des acteurs publics, moi je veux être un acteur de l'accueil. Voilà, avec toutes les tensions et les difficultés que vous avez décrites sur le terrain et sur les contradictions des politiques publiques. Mais je pense qu'il faut produire un débat de qualité, serein, et arrêter, encore une fois, de dire n'importe quoi sur ces sujets. Je vais passer la parole à Jean-François Corti, qui... Bonjour. Je te laisse la parole. Enfin, qui, justement, tu as récemment voulu monter une liste pour les élections européennes. Qui aurait voulu ramener ça, ce débat-là, peut-être dans l'action On a publique. voulu, hein. Tu peux te rajouter dedans. Hein. Oui, j'étais derrière. Bon, merci de m'inviter, Cyril, et bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis médecin. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des grosses associations humanitaires, comme Médecins sans frontières notamment, et Médecins du Monde, où j'étais directeur des opérations pour la France et pour les opérations internationales pendant près de 10 ans. J'ai arrêté l'année dernière. Et aujourd'hui, je reste engagé dans des associations de plus petite taille, mais néanmoins toujours très actives, notamment sur les questions de la migration, mais aussi sur des questions aussi actuelles, telles que les questions d'écologie ou autres. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et puis, au décours de mes expériences antérieures, j'ai rédigé avec un journaliste qui s'appelle Dominique Chivot un ouvrage qui s'appelle « La France qui accueille » et qui, justement, comme le rappelait Alain, met en valeur, dans un contexte politique difficile que vous connaissez et sans être dupe de la réalité politique qui se tend, qui met en valeur des initiatives positives d'une société civile qui est en rupture avec un discours ambiant sur notamment les questions de migration. Donc moi, ce qui m'intéresse de discuter avec vous aussi, c'est évidemment que lorsqu'on va parler de la ville accueillante, et l'intervenant avant cette table ronde était assez intéressant dans le sens où il a parlé de cette traversabilité, et la traversabilité, c'est la mobilité. On ne peut pas parler de l'accueil, la ville accueillante, si on ne
parle pas de la question des mobilités, elle ne parle pas de la question des frontières, et si on ne parle pas de la question aussi de la nature des mobilités, et notamment des dynamiques migratoires complexes qui vont des mobilités en lien avec des zones de conflit, mais des mobilités en lien avec des zones de grande précarité liées à l'accélération de la crise climatique, liées à des inégalités majeures dans certains pays, liées à différents déterminants. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de rentrer dans cette perspective de l'accueil via l'approche portée par l'architecture et les réflexions globales, mais il va falloir aussi être sur une approche un peu plus large, notamment sur la question de la mobilité. Vous l'aurez compris, moi, ce qui m'obsède dans les différentes interventions que je peux faire, je pense que la plupart d'entre vous ici qui avez aussi cet exercice de présentation, de conférence, c'est que bien souvent, on intervient dans des contextes où la salle est en général assez convaincue des valeurs que l'on doit porter, d'humanité, d'accueil. Voilà. L'obsession, c'est comment on essaye d'inverser la tendance, une radicalisation de nos concitoyens qui se manifeste par des votes politiques que vous connaissez, et comment arriver à convaincre nos concitoyens que la notion d'accueil, l'importance d'une certaine vision humaine dans la politique migratoire les concerne. Et lorsqu'on parle de migration, on parle d'un projet politique et de cohésion sociale qui nous concerne nous tous, et que lorsque l'on a affaire à des gouvernements qui durcissent leur politique vis-à-vis de migrants, ce sont aussi des gouvernements qui durcissent leur politique vis-à-vis de leurs propres concitoyens. Donc comment arriver à faire comprendre à nos concitoyens que ce qui se joue pour les migrants, c'est aussi ce qui se joue pour eux dans leur propre projet de société, dans leur propre liberté. On pourra aussi le développer. Et c'est vrai que de manière un peu frontale, moi je considère que, voilà, que ce soit les Français précaires, européens précaires, parce que tu parles des SDF, tu parles de migrants et autres, on est confronté à la même violence d'une idéologie, elle est ultralibérale, mais qu'on pourra nommer nécrolibérale, qui est la même qui maltraite aussi les migrants précaires. Cette idéologie qui n'a pas peur vis-à-vis des migrants d'appliquer des stratégies qui ont pour objectif d'en faire le moins possible en matière d'accueil et d'humanité dans l'accueil, et qui passe par notamment différents niveaux que sont le fait d'assumer une instrumentalisation de la violence dans les politiques migratoires, hein, les destructions de lieux de vie, comme vous avez pu le voir à Paris, à Calais, Dunkerque, sans alternative de relogement, le fait qu'on défonce les sacs de couchage, les tentes que les assos peuvent donner. Ça, c'est assumé comme un outil de dissuasion. Donc ce niveau est assumé en matière de respect pour l'obtention, en tout cas pour répondre à cette idéologie violente. Le deuxième niveau, c'est évidemment la criminalisation de l'aide. Hein. Vous l'avez vu au travers de solidarité, mais on le voit aussi au travers des difficultés imposées aux associations qui veulent sauver des vies en mer, notamment aux associations en Hongrie ou ailleurs qui veulent aussi aider les migrants. Le troisième niveau de cette stratégie au service d'une idéologie nécronimérale, c'est évidemment la remise en question de l'asile. Et il faudra aussi en parler au travers de cette fameuse loi Coulon qui s'obsède davantage à expulser qu'à mieux accueillir. Et puis le quatrième niveau qui est la gestion externalisée de l'asile, et donc demander à des pays loin de gérer ce qu'on ne veut pas voir chez nous, quitte à négocier, dealer avec des mafieux, des passeurs, avec des gens qui font la traite d'êtres humains comme en Libye. Et on voit aujourd'hui des élus politiques français, italiens et autres qui n'ont pas peur de dealer avec des mafieux qui vont faire crever des gens dans les geôles en Libye et ailleurs. L'important, c'est de ne pas les voir chez nous. Et d'ailleurs, on voit bien dans les chiffres de la migration actuelle que si ces chiffres montrent une baisse des mobilités, notamment depuis le Maghreb, en tout cas les voies de passage pour arriver à l'Europe, il n'en demeure pas moins que les mortalités sont beaucoup plus importantes, et que donc on est face à un échec au global, en tout cas dans la volonté de défendre une certaine vision, une certaine humanité, certaines valeurs. Et si on met en parallèle là, et si on creuse un petit peu cette logique, on se rend bien compte que ce qui se joue, c'est potentiellement, au travers de la question migratoire, une instrumentalisation de cette question par différents acteurs qui ont des agendas différents. Certains qui vont, comme les Italiens ou d'autres élus, profiter de cette question migratoire pour casser le projet européen.
d'autres qui utilisent cette question migratoire pour remettre en question les libertés individuelles et collectives des citoyens européens eux-mêmes. Lorsque l'on parle du dit de solidarité, lorsque l'on parle d'embêter des associations comme SOS Méditerranée et d'autres, d'intervenir lorsque l'on parle de lois liberticides en Hongrie qui empêchent les citoyens hongrois de pouvoir accueillir des migrants, on parle bien de liberté individuelle et collective de nous-mêmes. Donc il y a cette question-là qui se pose à nous. Puis le troisième niveau d'instrumentalisation, et je m'arrêterai là, c'est évidemment la politique et l'instrumentalisation de la question migratoire pour masquer, enfin, bouc émissaire, le migrant bouc émissaire, bien sûr, pour masquer les insuffisances de politique de lutte contre la pauvreté pour tous en France et en Europe. Et si l'on regarde les chiffres, et c'est un peu ce que rappelait Alain en matière d'observation globale des dynamiques politiques, sociales et autres, quand on a 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui vivent à la rue, des millions de personnes qui vivent dans des logements insalubres, et ça c'est les chiffres du rapport de la Fondation Abbé Pierre qui sort chaque année. Et si vous corroborez à ça, près de 30% de Français précaires qui ne retardent leurs soins ou qui ne se soignent pas, parce que l'on observe depuis 30 ans un détricotage des filets sociaux progressifs qui font la part belle à une privatisation du champ de la santé, alors on peut se demander si effectivement cette idéologie nécrolibérale agit de manière aussi négative vis-à-vis des migrants et vis-à-vis des citoyens européens, de telle manière que l'on doit nous-mêmes aussi nous sentir concernés par ce qui se passe. Et c'est en ce sens que, en tout cas, je reviens sur cette obsession, pour moi, qui est de savoir par quelle porte d'entrée on peut arriver à sensibiliser nos concitoyens sur la nécessité de penser mieux la question de l'accueil des migrants, cette problématique globale, complexe, en intériorisant le fait que ce qui se joue pour les migrants, c'est ce qui se joue aussi pour eux-mêmes aujourd'hui et demain, dans des logiques que l'on peut observer aussi, où des oppositions de précarité sont bien souvent mis en avant dans les discours politiques, où on nous explique que c'est parce que l'on sauvera moins de vies en mer que pour autant le sort des Français précaires sera meilleur. Voilà, on est dans cette situation très pourrie où on a des débats et des enjeux, des exigences qui, de mon point de vue, encore une fois, nous invitent à être innovants dans la manière de pouvoir amener nos concitoyens à considérer cette question de manière différente. Merci. Oui, juste un mot quand même sur cette liste Europe migrante et solidaire. Bon, ça a été abandonné notamment pour des raisons financières, mais dans ton ressenti par rapport à la société, ce qui est émergé de cette volonté, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'action politique de terrain, avec des gens comme, enfin, il y en a plein ici, et mon voisin en est un des meilleurs témoins. Et puis il y avait l'idée quand même dans l'Europe migrante et solidaire de transformer ça en message politique réel. Moi, je reste convaincu, comme beaucoup d'acteurs ici, que d'abord, l'action terrain fait sens, elle répond à des besoins, même si on n'arrive pas à couvrir tous les besoins. Elle fait sens et c'est la base pour ensuite développer des argumentaires qui vont permettre de faire du plaidoyer. En tout cas, moi, je suis de cette culture de construire du plaidoyer sur la base d'une action objectivée de terrain qui rend service à des gens, que l'on documente et qui permet de produire ensuite des rapports d'activité, des arguments pour essayer d'influencer les politiques publiques. Mais c'est vrai que ça fait depuis 15-20 ans que je fais ça comme d'autres, et que le constat, il est que malgré les acharnements à être dans le rationnel, d'être dans de la pensée rationnelle, celle que tu rappelais, et qui est encore le moteur de nos esprits, c'est-à-dire de penser des lumières qui consistent à amener des éléments objectifs pour essayer d'influencer des décisions politiques. On voit bien que malgré les alertes des assos, de la société civile, le travail documenté, les décisions politiques et les choix politiques ne vont pas en globalité dans le sens de ce qu'on aimerait voir changer, pour plein de raisons liées à différents éléments qu'on a rappelés ou qu'Alain a rappelé. Et donc dans la réflexion qu'on avait avec Alexis Nous, avec toi aussi qui est venu y réfléchir avec nous, avec Marie-Caroline Saglio, enfin des acteurs de terrain, avec Véronique Grapp, et puis quelques anciens qui nous ont aidés à réfléchir, comme Edgar Morin ou Alain Touraine. On s'est dit, voilà, comment essayer de
de contribuer avec d'autres à essayer d'inverser la tendance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans les espaces décisionnels politiques, là où les décisions se prennent, dans les parlements, dans les assemblées, eh bien, vous avez beau faire tout le plaidoyer que vous voulez, les choses n'avancent pas. Donc, il faut un relais plus objectif. Et l'idée, voilà, d'avoir une liste société civile sans lien avec des partis politiques traditionnels. Alors, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée, hein. C'est quand même pas mal la tendance, d'être dans des formes d'organisation de la société civile un peu originales, qui veulent témoigner de certains changements. Voilà, on s'y est pris un peu tard, on ne va pas y arriver pour les élections européennes. Effectivement, être la 34e liste, c'est pas forcément non plus très bon par rapport à la dilution des forces et donc dans la possibilité de construire des rapports de force. Mais ceci dit, cette association, elle va continuer, se structurer, je l'espère, pour être force de proposition et pourquoi pas sur d'autres échéances politiques, essayer au moins d'être dans la possibilité de produire du contre-discours. Voilà. Mais je pense qu'on en est tous là. C'est quoi cette troisième voie? Enfin, on l'a vu, l'émergence il y a plein d'acteurs d'MSF ici, il y a Michael et tout ça, donc ils n'hésiteront pas à aller dans mon sens ou me contredire, mais on l'a vu dans les années 70, qui a favorisé l'émergence, on va dire, du sans-frontiérisme, c'est cette rupture face au droit international, cette insuffisance du droit international, cette insuffisance d'acteurs de terrain comme la Croix-Rouge qui, certes, rendait des services, soignait des gens, mais s'interdisait de témoigner. Il y avait ce besoin d'apporter du témoignage, du plaidoyer, pour essayer d'influencer les politiques publiques. Et c'est vrai que les années 70, 80, lorsque des grosses assos sortaient des communiqués de presse, MSF et d'autres, ça faisait quand même un peu de remue-ménage dans le champ politique. Aujourd'hui, tout le monde n'en a rien à foutre, quoi. Que ce soit Médecins du Monde, MSF ou la Fondation Abbé Pierre, il y a une forme de mépris de la parole, même si elle est objectivée, même si elle répond à des standards et des méthodes rationnelles. Quand des chercheurs, Michel Agier et d'autres, prônent des rapports objectifs, des médecins montrent combien, dans la jungle de Calais, la violence était telle que des soins étaient nécessaires, et que les dispositifs de santé tels que la passe de l'hôpital n'étaient pas suffisants, mais qu'il fallait une plus grande proximité dans la possibilité de soigner les besoins dans le fameux camp de la Lande à l'époque. Malgré tous ces éléments objectifs, les décisions politiques ne se prenaient pas en fonction de ces questions-là, mais en fonction d'autres dynamiques que vous connaissez. Donc, c'est quoi l'autre voie aujourd'hui, à part celle potentiellement de la violence? Enfin, on a vu que quand les Gilets jaunes sont allés tout péter à Paris en décembre, il y a eu 10 milliards qui sont tombés comme ça. Ça laisse songeur sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de capacité d'influence du politique aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller tout péter? Est-ce qu'il faut être violent pour voir des choses évoluer dans le sens que l'on aimerait voir évoluer ou pas? Donc je pense moi je suis en difficulté intellectuellement, opérationnellement pour... Et je pense que ça nécessite qu'on y réfléchisse ensemble, voir quelles sont les alternatives pour aller dans le sens d'une décision politique qui respecte davantage les valeurs que l'on veut défendre en impliquant le maximum de concitoyens. Merci. Florian Huyghe de la Fondation Abbé Pierre. Alors, Florian, il est bien sûr au cœur de beaucoup de choses. J'aimerais... alors, je t'ai demandé qu'on fasse un petit peu un exercice un peu différent d'habitude, entre guillemets. C'est-à-dire que j'aimerais quand même que tu rappelles des grands traits de ce qui se passe, mais on s'était dit que tu parlerais d'un cas plus particulier que vous développez actuellement. Tout de suite Ouais, du coup, puisque c'est pour ça que tu permets d'intervertir. Ok. Donc Florian Huyghe, je suis chargé de mission à la Fondation Abbé Pierre au niveau national sur les questions, on va dire, d'habitat précaire et ou d'innovation sociale. En sachant que l'innovation sociale n'a pas besoin de l'habitat précaire et l'habitat précaire de l'innovation sociale. Pourquoi ce rappel? J'avais plusieurs préalables déjà. Présenter la Fondation Abbé Pierre juste dans l'ensemble. Comme certains le savent, on agit en lutte contre le logement, on interpelle et on soutient 800 projets par an auprès de 400 organisations en gros.
ces projets vont, en fait, ça parle aussi de la ville accueillante, mais pas que de la ville, puis pas que de l'accueil. Ça parle de la construction de logements, ça parle de l'accès à la culture, le travail sur l'habité. Je pense qu'on peut dire ça, en tout cas, comment on travaille et on ménage le territoire. J'avais plusieurs préalables sur finalement le titre de notre intervention. Je me suis posé plusieurs questions. Déjà, un état des lieux en France. Nous, on aime bien les chiffres à la Fondation et en même temps, on considère qu'elles ne disent pas les choses réellement. Et on le voit bien, comme disait Jean-François, c'est qu'on a beau faire des rapports objectifs, et la Fondation en fait un tous les ans pour interpeller, on sort des chiffres, on dit qu'il y a 4 millions de mal logés, qu'il y a 900 000 personnes qui sont privées de logement personnel, qu'il y a 150 000 personnes qui sont privées de logement tout court. Et puis, quid des actions aujourd'hui? Quid des actions de la politique publique et quid finalement des résultats ou de ce qui se passe dans la rue? On voit bien qu'il n'y a pas d'avancée. Il y a des avancées, en tout cas il y a des choses qui avancent, il y a des gens qui sortent de leur précarité, mais il y a peu d'avancées globales. Sur le titre, je me disais, du coup, un état des lieux en France, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe trop dans les dom-tom, ex-dom-tom, dromcom aujourd'hui, et on a du mal à faire un état des lieux en France et aussi prendre tout le territoire français. On parle beaucoup de la métropole, et je pense que les acteurs aujourd'hui d'ailleurs sont beaucoup des représentants de la métropole. Je sais que Cyril pourrait dire des choses sur les dromcom, mais c'est quand même un point aveugle, la France. Qu'est-ce que c'est la France? C'est faire un état des lieux. La deuxième chose, c'est que je me suis demandé, mais en fait, on ne parle pas des personnes. Quelle place pour les indésirables dans les villes, SDF, migrants, pauvres? Comme Michel Lusseau le disait, c'est des étiquettes. C'est des étiquettes à lesquelles on assigne les personnes. Qu'est-ce qu'un migrant? Déjà, il n'est pas forcément pauvre, il n'est pas forcément indésirable. Des personnes qui ont migré, qui sont riches, sont généralement pas indésirables ou pas désirées dans les villes. Et puis, cette assignation, je vois que vous haussez la tête, mais en tout cas, je pense qu'en tout cas, il faut se poser les bonnes questions. C'est comme Rome fut un temps, qui était une étiquette assez utilisée, mais qui faisait qu'on assignait les personnes en bidonville à Rome et Rome en bidonville. Qu'est-ce quelqu'un qui est pauvre? Est-ce qu'il est éternellement pauvre? Est-ce qu'il peut changer de catégorie un jour? Est-ce que quelqu'un qui est SDF est SDF à vie? En tout cas, les assignations souvent rendent compte de fatalisme et ne permettent pas d'agir. Et surtout, elles ne rendent pas forcément compte des situations des personnes qui laissent entendre qu'ils subissent leur pauvreté, qu'ils subissent leur migration, qu'ils subissent la rue, alors qu'ils font des choix, ils essayent de vivre et survivre, en tout cas au présent. C'est un peu ça. Et puis finalement, la dernière grande question que je me suis posée devant cette intervention et devant les différents titres, c'était au-delà de la question de la personne et de l'habitant, qui n'était pas dans les mots, elle n'était pas non plus autour de la table. Et ça m'a posé une question, en tout cas, et ça pose une question, je trouve, à la recherche, de savoir quelle place pour les indésirables quand les indésirables ne sont pas forcément là. Comment on peut parler des personnes sans que les personnes parlent elles-mêmes? Et je pense que c'est aussi une chose, alors il y a peut-être on peut faire des listes électorales européennes, mais il y a aussi peut-être un autre champ qu'on a peu investigué et qu'aujourd'hui on essaye tous, ou en tout cas un certain nombre d'organisations, c'est de savoir comment, même nous, Fondation Abbé Pierre, quand on met un rapport, on parle à la place d'eux, mais on ne parle pas avec les personnes. Et donc c'est comment on peut aussi porter la parole, comment on peut aider les personnes d'ailleurs, parce que dans les mots, comment on peut aider les personnes à porter leur parole et à dire ce qu'elles vivent et comment elles souhaitent se projeter. Ça c'était un préalable un peu long, mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir remettre un peu au cœur des personnes, parce que là on parle beaucoup pour, mais on ne parle pas avec. C'est la même chose dans les projets, et c'est là où je voulais présenter juste un des projets, ou plusieurs projets, parce que à la Fondation Abbé Pierre, on soutient donc des projets avec des structures. On ne fait pas nous-mêmes, en tout cas rarement nous-mêmes, et on essaie en tout cas d'aider à monter des projets qui ménagent. J'aime bien l'idée de ménagement, c'est aussi Thierry Paco, comme Michel Lusseau le citait, je vais aussi le citer. Ménagement plutôt qu'aménagement. Ménagement parce qu'on ménage le territoire et les personnes, et où les personnes avec le territoire, et que les deux sont indissociables. D'ailleurs, le territoire, c'est pas simplement la ville. Je pense qu'on a aussi beaucoup focalisé sur la ville. En France, il y a beaucoup d'autres territoires qui sont pas forcément des villes et qui accueillent ou qui pourraient accueillir des personnes. Je parle d'un projet de ménagement à Montreuil, d'un projet de ménagement autour d'un bidonville. On a été sur une situation, et Cyril connaît d'ailleurs ce bidonville, en 2014, dans les Murs à Pêche, un bidonville avec une trentaine, quarantaine de personnes.
L'idée de ce projet, ça a été de savoir comment, le bidonville n'était pas un fatalisme, donc les gens n'allaient pas forcément, s'ils le souhaitaient en tout cas et avec leur accord, rester dans ce bidonville. Et puis qu'est-ce que ce territoire disait du fait que les murs à pêche étaient abandonnés à l'époque. Le principe de ce projet, ça a été, avec 4 associations qui sont 14, Assina, Lieu Possible et Écodrome, de pouvoir apporter aux personnes ce dont elles avaient besoin, c'est-à-dire déjà un temps de stabilisation, parce que comment se projeter et comment construire un avenir quand on doit survivre au présent. Les indésirables sont souvent exclus de leur avenir, on ne leur donne pas de place, c'est une chose, pour construire leur avenir, et puis on ne leur donne pas la stabilité qui leur permet de le construire. Souvent, dans les bidonvilles, par exemple, les expulsions, c'est plus de 70 000 personnes expulsées depuis 2014, depuis 5 ans, en sachant qu'il y a à peu près 16 000 personnes en France en bidonville. Donc on voit bien que les personnes n'ont même pas le temps de construire quelque chose avec leur territoire et avec leur habitat. Ne pas construire quelque chose, c'est ne pas pouvoir se soigner, ne pas pouvoir aller à l'école, ne pas pouvoir parfois manger, ne pas pouvoir garder son emploi, en fait ne pas pouvoir assurer les conditions de son avenir. Donc la première étape, ça a été de pouvoir stabiliser finalement ce bidonville avec l'accord de la ville et puis de pouvoir construire autour de ce bidonville un projet avec les personnes qui étaient à la fois développer des outils, des chantiers d'insertion, essayer de rénover les murs à pêche étant classés patrimoine, donner aux personnes les compétences pour pouvoir restaurer ce bidonville, mais le chantier d'insertion, qui est souvent promu dans les cas de bidonville, on s'est demandé aussi pourquoi finalement ces personnes, elles ont besoin de passer par la case chantier d'insertion alors qu'elles ont forcément des compétences, qu'elles peuvent travailler comme tout le monde. Donc on a aussi accompagné les personnes à des emplois dits classiques. Pourquoi on devrait assigner les personnes pauvres à des chantiers d'insertion? C'était une des questions. La deuxième, ça a été de pouvoir scolariser les enfants, de pouvoir aussi leur proposer des activités culturelles, des activités sportives, des activités extrascolaires. Et puis une médiation sanitaire. La troisième chose, c'est finalement de pouvoir essayer de projeter les personnes, de construire leur avenir. Donc ça a été de pouvoir déposer leur demande de logement comme tout le monde, alors dans une situation un peu plus précaire effectivement, de pouvoir travailler ça avec eux, parce que tout le projet a été fait avec leur accord. Déconstruire finalement les cabanes au fur et à mesure que les personnes partaient, dans les cabanes de bidonville, les déconstruire pour plusieurs raisons, parce que ce lieu-là n'avait pas vocation finalement à être un bidonville pérenne. Qu'est-ce que c'est à dire un bidonville finalement qui se pérennise? C'est laisser les gens dans ces conditions, ça on ne souhaitait pas. Donc l'idée c'était avec l'accord des personnes de déconstruire le bidonville, et c'était surtout et également, après le relogement des personnes, de pouvoir transformer cette parcelle pour l'ensemble du quartier. Et c'est là où on parle de ménagement du territoire et de résorption douce du bidonville, c'est-à-dire que, ayant trouvé des solutions, ou en tout cas quelques réponses aux personnes, et un logement dans lequel ils peuvent construire leur avenir, dans la ville au maximum, puisqu'elles habitent, elles sont des habitants comme tout le monde, de pouvoir aussi transformer cette parcelle pour la donner à l'ensemble des habitants du quartier, de faire un espace public. Trop de fois, finalement, la ville est pas ménagée non plus et ne permet pas d'accéder aux services publics, d'accéder à des espaces, d'accéder le mobilier anti-SDF, en est aussi un bon exemple. Et Yann pourrait en parler aussi. À la Chapelle, les rochers sous le pont de métro, c'est pas non plus ménager un territoire, c'est empêcher les personnes de pouvoir vivre et martyriser finalement le territoire sur lequel ils vivent. J'ai pas trop parlé de technique, parce que c'est plus des grandes lignes d'une résorption, et je me suis toujours dit que dans des lieux de l'architecture, j'allais toujours répéter cette phrase, Cyril l'a déjà entendu pas mal de fois, de Cédric Price, qui est « la réponse est technique, mais quelle est la question ?» Et je me suis toujours dit, en architecture, c'est important de se poser cette question aussi, ou en tout cas de poser la question des architectes. On a toujours des réponses techniques, et les politiques publiques aussi ont beaucoup de réponses techniques, mais elles se posent rarement les bonnes questions. Un exemple, celle du temps. Ce bidonville, il a mis 5 ans à être résorbé. On parle de résorption douce parce qu'on s'est dit que le temps des personnes était à respecter. Et c'est rarement le cas aujourd'hui dans les solutions proposées, qui sont souvent des solutions d'urgence, qui sont plutôt l'urgence de nos indignations à nous, et pas l'urgence des personnes. On ne prend pas le temps de les écouter, de les accompagner,
parfois elles n'expriment pas forcément tout de suite un besoin, elles expriment juste par exemple un besoin de lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire un besoin de lunettes pour une personne? C'est-à-dire qu'elle n'a pas accès aux lunettes, certes, mais lui donner des lunettes, est-ce que c'est une réponse? Oui, c'est une réponse technique, mais finalement, qu'est-ce qu'elle dit derrière? Peut-être qu'elle n'a pas la sécurité sociale, peut-être qu'il faut l'aider à aller voir un médecin, peut-être qu'elle n'a pas l'argent aussi pour ça, c'est sûr, y aller, mais peut-être qu'on a des choses à construire autres que simplement lui apporter la réponse la plus directe à l'urgence qu'elle semble exprimer. Essayer de parler avec, c'est aussi ne pas répondre, par exemple, à l'urgence du thermomètre. L'urgence du thermomètre, c'est apporter, par exemple, des places d'hébergement l'hiver et puis les fermer l'été. Les collectifs des morts à la rue démontrent qu'il y a autant de personnes qui meurent aujourd'hui l'été que l'hiver à la rue. Le thermomètre, c'est un bon indicateur du temps qu'il fait, mais pas du temps qu'il faut pour les personnes, et c'est aussi à rappeler. C'est pour ça que je parle peu des réponses techniques, et à la Fondation, on travaille beaucoup sur ces réponses techniques, mais je pense que ce qu'il faut exprimer, c'est comment on prend le temps avec les gens, certes, pour les gens, de trouver des solutions qui leur conviennent et qui répondent à leurs besoins, que ce soit en ville, que ce soit ailleurs, et surtout qu'on ne les empêche pas forcément ni de s'installer, ni de construire des choses, ni de trouver des moyens de subsistance par du mobilier, par des arrêtés, par des expulsions qui les empêchent de construire leur avenir. Merci beaucoup. Comme on a Alain Régnier qui a une position particulière, mais qui, encore une fois, est le seul représentant de l'État que j'ai réussi à faire venir, alors que l'État a la compétence exclusive, en théorie, de l'accueil. Alors, il y a plein de gens à qui l'État a délégué, qui sont présents ici, mais j'aimerais, alors encore une fois, ça te fait endosser un rôle qui est peut-être pas le tien habituellement, mais demander à Yann, c'est une question à tous les deux, en fait. Peut-être que je la pose d'abord à Yann et que c'est toi qui vas pouvoir répondre, mais j'aimerais te poser la question du rapport à l'État, qui est toujours complexe, où, par exemple, il y a des tas de moments où vous êtes fait embringuer par l'État, sans peut-être, et parfois votre, je sais pas comment on appellerait ça, mais avec des surprises que vous n'avez pas toujours appréciées. Mais enfin, peut-être que tu peux dire un mot là. J'aimerais te poser cette question du rapport à l'État, et peut-être que Alain aura un certain regard pour apporter un certain nombre de réponses que moi-même je n'ai pas. Ouais, je vais répondre à ça. Et puis, mais avant, je voulais dire, avant d'avoir une ville accueillante, il faut des citoyens accueillants. Et il est évident que tant que nos citoyens ne seront pas pour l'accueil de ces populations, que ça soit l'aide aux plus démunis en France, hein, nos SDF comme on dit, ou les populations d'exilés qui arrivent, tant que les citoyens ne seront pas pour cet accueil, on peut imaginer que nos politiques n'iront pas dans ce sens-là. Pour répondre à ta question, Cyril, il est évident que nous, ce qu'on vit sur le terrain depuis 2015 et la jungle de Calais, et l'État qui, à un moment donné, obligé de prendre ses responsabilités ou essayer de faire croire qu'elle fait prendre ses responsabilités, c'est la réalité d'une politique aujourd'hui de non-accueil. Aujourd'hui, tout le monde le sait, on ne vit pas une crise migratoire, on vit une crise de l'accueil migratoire, ce qui est totalement différent. C'est pas une vague migratoire, mais c'est une gouttelette migratoire qui est arrivée sur l'Europe. C'est pas que l'État français, c'est l'Europe entière qui se ferme, qui crée des dispositifs d'exclusion, qui ferme ses frontières et qui, moi je prends souvent l'exemple de Donald Trump que j'apprécie pas beaucoup, mais que je trouve assez juste dans le fait de ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il veut pas des Mexicains, il fait un mur. Moi c'est dégueulasse, mais c'est clair. Le discours est clair. En France et en Europe, on fait croire qu'on accueille, et la réalité de tous les dispositifs qu'on met, c'est ni plus ni moins que des murs invisibles et des murs administratifs. Donc la réalité de faire croire cet envahissement, cette communication qui est totalement fausse dans les faits, dans les chiffres, de faire croire à une opinion publique européenne, cet envahissement, cette grande vague migratoire qui va nous submerger, faire peur à nos concitoyens et faire peur à nos concitoyens français et européens, faut pas s'étonner aujourd'hui que l'accueil ne puisse se faire. Et je crois que l'État a une énorme responsabilité dans tout ça, c'est que ni plus ni moins, c'est un choix politique. Cette problématique de l'accueil de ces populations est un choix. On fait un choix différent aujourd'hui de se fermer,
alors qu'on pourrait imaginer que sur ces presque 500 millions d'Européens, on pourrait organiser cet accueil. On a besoin, et ces populations sont une richesse, on peut inverser la problématique et dire que ce n'est pas un problème, c'est une solution. Aujourd'hui, on n'en prend pas la route. L'État a beau faire croire cette réalité de on accueille. Nous, ce qu'on vit sur le terrain, c'est ni plus ni moins que l'État ne veut pas que des élus, que des citoyens s'organisent pour un accueil. Ce qu'on vit et la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ni plus ni moins l'appel d'air. Donc continuons à mal accueillir pour simplement passer ce message. Regardez, on n'accueille plus. Bien sûr, tout le monde a peur des 2 milliards d'Africains qui vont être ce nombre de 2 milliards de personnes qui va arriver dans les 30 ans. On a peur, donc qu'est-ce qu'on fait ? On se renferme. Alors qu'en fait, on sait très bien que la migration se passe en grande majorité en pays frontaliers et qu'on pourrait imaginer construire des choses ensemble pour continuer à avancer. Nos gouvernements ne veulent pas, et on voit au travers du délit de solidarité que les initiatives citoyennes qui se prennent, ou les initiatives des élus, sont rattrapées par l'État, sont broyées par l'État. Tout simplement parce que l'État veut garder la main sur cette politique migratoire, et qu'en aucun cas, des élus ou des citoyens doivent pouvoir mettre en lumière la réalité de ce qui se passe. La difficulté aujourd'hui de ce que nous pouvons vivre, nous, simples citoyens, hein, on n'a pas de collaboration directe en travail, on ne travaille pas avec l'État, même si on a toujours essayé d'avoir une discussion, parce qu'on sait très bien que c'est un problème politique et que c'est par là qu'il faut que ça passe. On a cette réalité de fausse discussion. On a cette réalité de faire croire qu'on travaille avec des citoyens. On a aussi cette réalité d'un monde associatif qui est pris à la gorge dans une, entre guillemets, collaboration obligatoire au vu des financements de ces associations qui, d'une certaine façon, participent aussi à ce non-accueil. Je ne jetterai pas la pierre aux associations, c'est pas du tout mon objectif, mais c'est vous dire quand même cette réalité de constat, de se retrouver sur beaucoup de territoires français, seuls, avec des citoyens, comme on a pu le vivre avec Cédric, comme on peut le vivre à Lille, dans les squats, où on est simplement des citoyens au plus près de ces populations. Et surtout, cette réalité de cet asile qui a changé dans notre pays et dans notre Europe, où on ne donne plus la possibilité à toutes ces populations d'avoir et de pouvoir demander l'asile où ils le désirent, et du coup de créer ces campements à répétition qui ne sont qu'une réaction logique. On n'accueille pas, tous les dispositifs d'accueil qu'on propose, c'est pour exclure ces populations. Les renvoyer où ils ont laissé leurs empreintes, c'est-à-dire dans les premiers pays où ils ont posé le pied, avec l'effet qu'on peut voir en Italie, avec l'effet qu'on peut voir aujourd'hui en Espagne. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait ? Qu'est-ce qu'est notre Europe ? Et je me rappelle au début de cette crise migratoire, le sens de beaucoup d'intellectuels qui avaient dit « si nous n'arrivons pas à continuer à accueillir ces populations, ce qui est le sens, quelque part, de l'Europe, de cet accueil, de ce qui a été fait, de pouvoir vivre ensemble, je pense que l'Europe va se détruire. » Et indirectement, si l'Europe doit devenir qu'une Europe monétaire, il est évident que ça n'a plus beaucoup de sens, en fait. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui ici, c'est la ville accueillante, on peut la faire, on pourrait la faire. On demande à la faire, mais on ne peut pas la faire. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, et nous, c'est ce qu'on fait avec notre association et beaucoup d'autres associations citoyennes, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter de dire, on va faire. Et c'est là que c'est intéressant, ce mouvement citoyen qui se développe sur toute la France, qu'on essaye de taire, qu'on essaye de pas laisser sortir de terre. On voit cette organisation citoyenne avec des briques et des brocs se dire, non, on a des valeurs dans notre pays, on est porteur de ces valeurs humaines, ce n'est pas que des mots, on doit pouvoir les mettre en action, et on voit se développer des initiatives de plus en plus nombreuses qui, eux, tous les jours sur le terrain,
améliore l'accueil de ces populations. On a heureusement la chance d'avoir des grosses ONG qui sont avec nous. Je vais citer MSF parce que c'est super important de les avoir avec nous aujourd'hui dans le combat du relais du message citoyen et de ce qu'on peut vivre sur le terrain, parce qu'il y a un moment donné, il est évident que tout seuls, les citoyens n'y arriveront pas. Nous avons besoin de ces collaborations associatives avec lesquelles nous allons pouvoir construire peut-être demain un accueil différent. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est mon activité professionnelle. Je travaille dans des gros festivals européens. On monte des villes. Donc on pourrait imaginer que ça soit l'abbé Pierre qui le dit depuis plus de 70 ans, un logement pour tous, bien sûr que ça doit passer par là. Un logement périn, bien sûr que ça doit passer par là. En attendant, on peut imaginer des situations, on peut imaginer des solutions alternatives. Ces solutions alternatives, on doit et nous devons les créer. Il existe dans le monde entier des camps humanitaires aux normes HCR. Il est évident qu'en France, bien sûr, qu'il faudrait que tout le monde ait un logement. La réalité est tout autre pour une grande partie de nos populations SDF ou migrantes dans la rue. Il y a un moment donné, c'est une volonté politique, c'est un choix. Ce choix, aujourd'hui, il est clair. On abandonne nos pauvres. Il est clair. On a abandonné les pauvres, que ce soit les Français ou que ce soit les exilés. Il est temps, et c'est ça qui fait peur, vers où on va. La montée du nationalisme dans l'Europe et dans le monde entier fait partie de cette chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Il est évident que nous ne pouvons pas forcément, aujourd'hui, au niveau des gouvernements, aller en opposition et dire qu'on accueille, parce que derrière, on se fait taper sur les doigts par le Front National. Vu le vote et la masse des électeurs du Front National, je comprends que nos politiques soient dans quelque chose d'inconfortable. Eh bien, osons l'accueil, osons ces choses, osons prendre ces trajectoires qui sont des valeurs humaines. Et puis, j'ai envie de dire, comme on a la chance d'avoir quelque part un représentant de notre gouvernement, il est temps de prendre une autre route, et il est temps que cette Europe, quelque part, s'unisse dans ses valeurs communes, ne pas dire des mots, faire des actes, et que ces citoyens, en attendant, continuent à s'unir et continuent à dire à nos gouvernants et nos élus, vous voulez pas, nous on fera. Merci. Alors Régnier, bon, bien sûr, la situation est plus complexe. L'État fait des choses, mais je trouve que le témoignage de Yann est quand même l'écho d'un ressenti de beaucoup de gens. Alors, encore une fois, il y a des assos qu'on va voir après, comme Emmaüs Solidarité, qui travaillent activement avec l'État. Mais on voit qu'il y a quand même un large endroit où il y a beaucoup de bénévoles, d'associations, et il y a un endroit où il y a une grosse incompréhension entre l'État et un certain nombre de personnes engagées. Alors, bon, on pourrait parler des heures. D'abord, je ne suis pas un homme politique, je ne vais pas rentrer dans un débat de nature politique, je ne suis pas sur une liste pour les européennes, donc... L'État, il faut rappeler, puisqu'on est dans un colloque scientifique, l'État, c'est un territoire, un peuple et un gouvernement, et des institutions. Donc, je pense qu'il est extrêmement dangereux de nous opposer. Quand on dit l'État, je ne suis pas votre ennemi. J'incarne une puissance publique qui est la volonté des Français, qui ont pris et adopté une constitution en 1958. Mon rôle, ma mission première, c'est de faire respecter l'état de droit dans la République française. L'état de droit, il a des normes juridiques, la Constitution, les lois votées par le Parlement, démocratiquement votées par le Parlement. Et l'essence même de mon métier, c'est de représenter... J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'échanger avec des gilets jaunes qui étaient venus m'interpeller en me disant pourquoi on paye un préfet pour s'occuper des étrangers. Je leur ai dit, mais moi, je représente l'ensemble des Français. Je vous représente et je suis moi-même un citoyen. Donc, quand vous promouvez les actions citoyennes que vous incarnez dans la vie associative ou d'autres, vous êtes l'État. Le peuple est l'État. Donc, il faut aussi remettre dans là aussi de la raison juridique. Nous sommes un État de droit. Quand l'année dernière, à l'été dernier, le Conseil constitutionnel, grâce au fait qu'on est dans un État de droit et qu'on peut contester des décisions et qu'on peut saisir dans une QPC le juge constitutionnel, a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de fraternité.
Ce n'est peut-être pas suffisant. En tant que citoyen, vous avez le droit de considérer que ce n'est pas, c'est pas suffisant. Comme avec la Fondation Abbé Pierre, nous avons rédigé avec son directeur général, Christophe, il y a quelques années, en 2012, un rapport pour le compte du gouvernement, dans le cadre de la conférence pauvreté de 2012, où nous avons demandé le débat sur la reconnaissance du niveau constitutionnel du droit au logement. Donc, on peut avoir ces débats, mais je voudrais, moi, la raison d'être du fait que je suis là, c'est parce que j'estime que dans un état de droit, justement, ce qui fonde cet état de droit, c'est la liberté d'expression, de contester les politiques d'un gouvernement à un moment donné, et vous avez la légitimité de faire. Je rappelle quand même qu'il y a, malheureusement, sur cette planète, 90% des pays dans lesquels vous ne pourriez pas tenir le discours que vous venez de tenir devant un représentant de l'État. Donc, nous sommes un pays riche de cette démocratie. Elle n'est peut-être pas mature, elle n'est peut-être pas satisfaisante, mais mon métier, le choix de ce métier, c'est d'essayer de construire des choses ensemble, entre les Français. Et j'ai dit aux Gilets jaunes, j'ai dit, vous ne poussez qu'à la fracturation davantage, en opposant les uns aux autres les Français, les étrangers, les bons pauvres, les mauvais pauvres. Parce qu'effectivement, le débat de ce matin, c'est pas que sur les migrants, c'est l'ensemble des populations vulnérables dans ce pays qui sont considérées. Le changement, il est apparu au début des années 2000 dans les sondages d'opinion sur le RMI à l'époque. Jusque de 1988 à 2000, une majorité de Français considéraient que l'aide apportée par le RMI était positive, quelque chose qu'il fallait faire. À partir de 2000, c'est devenu négatif. Donc le regard porté sur les vulnérabilités, et vous rappelez aussi que ce n'est pas qu'en France, je rappelle quand même qu'en Australie, on parque les migrants sur une île. Donc ce n'est pas qu'un problème de la France ou de l'Europe, c'est un problème de pays développés qui a beaucoup de mal que ces pays, les habitants de ces pays ont beaucoup de mal à résister, encore une fois, à ce qu'on veut leur faire. C'est des transformations d'état de droit vers des états autoritaires, vers une négation du droit international, de la dignité des personnes. Et finalement, la conclusion de tout ça peut être le retour de la violence. Finalement, ça ne se réglera si on n'arrive pas à se parler et à construire quelque chose par de la violence entre les personnes. Voilà. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est et je respecte et je suis très engagé dans le tissu associatif depuis des années, donc je pense qu'il faut tenir ce discours de plaidoyer, mais en même temps, on ne peut pas être que sur des postures. Il y aurait des gentils d'un côté et le vilain État de l'autre. Parce que derrière l'État, il y a, encore une fois, des hommes, des femmes qui ont choisi de servir la République et qui font ce métier pour l'application d'un État de droit et qui essayent de le faire du mieux possible dans des contextes qui sont, j'en conviens, parfois compliqués. Mais quand j'ai un sociologue que j'avais contacté il y a quelques années qui m'a dit non, je ne vous rencontrerai pas, j'échangerai pas avec vous parce que vous êtes préfet et que vous représentez le ministère de l'Intérieur, il faut aussi qu'on arrête ces postures. Je pense qu'on ne construira pas, on ne déconstruira pas ces peurs si nous-mêmes ne faisons pas un pas l'un vers l'autre pour, au-delà de la contestation légitime d'une politique publique, mais de dire comment est-ce que je peux contribuer aussi. Parce que moi, j'ai été dans des salles comme ça où je me suis fait incendier, maltraiter par des gens qui ne voulaient pas d'un centre d'hébergement pour toxicomanes, y compris même de créer 12 logements sociaux à Montauban. Donc, cette question, encore une fois, moi, je suis censé et j'incarne l'ensemble des citoyens de cette République et j'essaye, encore une fois, de porter un message qui est « respectons l'état de droit ». Si on n'est pas d'accord, on conteste une décision. Le juge est là pour faire respecter cet état de droit. On peut changer les lois et changer la Constitution si on fait une action politique et qu'on convainc une majorité dans un système démocratique à changer cette Constitution ou ses règles. Mais voilà, je ne peux pas aller au-delà, moi, du métier pour lequel vous m'avez collectivement dans cette salle mandaté, c'est-à-dire appliquer l'état de droit. Je suis désolé, Yann aurait voulu te répondre, mais je pense qu'on pourra le faire à d'autres moments aussi, d'échanger de personne à personne, c'est important. C'est un peu comme sur Facebook, parfois on est en spectacle, et puis parfois on peut se parler de tête à tête et on se dit des choses différentes. Je suis désolé, c'est très frustrant, on aimerait avoir plus de temps, mais il va falloir qu'on passe à la table ronde suivante. Et donc, j'invite Bertrand et il y a Aurélie
El Hassak Mazrourati, Corinne Thor, Frédéric Bourdon, Céline Barré et Julien Belair. Bien, bonjour à tous. Bertrand Vallet, je travaille au plan urbanisme, construction, architecture qui a été gentiment mentionné ce matin. On a, avec mon collègue François Ménard, qui sera présent cet après-midi, conçu et animé le programme de recherche sur l'accueil, l'installation et la circulation des migrants, dont la ville accueillante, le travail de l'équipe dirigée par Cyril Hanap, fait partie. Alors Cyril m'a demandé d'animer cette table ronde qui s'intitule « Élus, associatifs, professionnels, comment travailler ensemble pour la ville accueillante ». Alors elle arrive à point nommé après l'échange qu'on vient d'avoir en fin de cette première table ronde, puisqu'elle porte sur la question, si j'ai bien compris, des partenariats. Question qui est évidemment centrale dans la fabrique d'une ville accueillante. Pour ceux qui ont eu l'occasion déjà et la chance de lire l'ouvrage sur la ville accueillante dirigé par Cyril, on voit bien que l'expérimentation de ce que pourrait être une ville accueillante, c'est un peu comme ça qu'on le qualifie dans ce qui s'est passé à Grande-Synthe, a nécessité l'implication très forte de nombreux acteurs, au-delà des acteurs municipaux et associatifs, mais aussi de l'État, de parties de l'État, puisque l'État c'est une catégorie assez abstraite, comme le rappelait Alain Régnier, et puis ça regroupe des institutions diverses. Donc il ne s'agit pas, comme on peut le lire parfois, du camp de Damien Carême, lui-même récuse ce terme, mais bien d'un projet collectif. Les dynamiques d'action en la matière sont évidemment collectives. Alors le titre de la table ronde évoque les élus, les associations et les professionnels. Il manque à minima deux parties prenantes, l'État, comme on l'a évoqué ce matin, et puis, comme le rappelait Florian Huyghe de la Fondation Abbé Pierre, les citadins. Qu'ils soient vulnérables ou non, d'ailleurs, qu'ils rentrent dans ces catégories dont on a parlé ce matin, ou riverains, citadins, plus ordinaires, entre guillemets. Et on reviendra, je pense, sur ces manques dans nos échanges sur la table ronde. Alors, si on le formule un peu de manière différente, on pourrait dire que cet échange va être consacré à l'articulation entre les logiques institutionnelles et les logiques militantes. Et on va essayer de voir comment peut s'opérer cette articulation entre deux extrémités qu'on pourrait définir de manière un peu caricaturale, comme le besoin d'institutionnaliser l'engagement et celui d'humaniser l'institution. On va essayer de voir entre ces deux extrémités que la ville accueillante passe certainement, c'est en tout cas l'hypothèse que je propose de mettre à l'épreuve, par l'implication, la formation de nouveaux partenariats avec des acteurs un peu inédits, pas ceux auxquels on pense en premier, et c'est pour ça qu'on a un panel assez diversifié. Je serais ravi de vous entendre les uns et les autres sur la nature de vos partenariats et des actions que vous menez sur le terrain. Alors peut-être on va commencer avec Corinne Thor, qui est chef de mission à Médecins sans frontières. Vous travaillez depuis plus de 10 ans, je crois, sur des nombreux terrains d'intervention à l'étranger et puis maintenant en France. Je sais qu'MSF a ouvert il y a un an et demi, je crois, un centre d'accueil de jour à Pantin, dévolu aux jeunes étrangers isolés, qui prend en charge un public particulièrement vulnérable, puisqu'il s'agit de jeunes, mineurs ou majeurs, peu importe, qui sont dans la rue, et qui ne sont inscrits dans aucun dispositif de droit commun. C'est un centre de jour qui est financé exclusivement par MSF, vous me corrigez si je me trompe, mais dans lequel vous collaborez avec un réseau d'associations de terrain, puisqu'il y a un pôle juridique, un pôle santé, un pôle vie sociale, etc. Alors, on évoque souvent le partenariat entre collectivités et associations, entre État et associations, et j'aimerais vous entendre, Madame Thor, sur le partenariat inter-association. On imagine que c'est pas plus simple que ceux que je viens d'évoquer précédemment, entre les logiques de concurrence, les difficultés d'accès aux subventions. On imagine que les embûches, les risques de tension sont également nombreux. Donc peut-être à partir de ce projet et plus largement de votre expérience, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur cette question de partenariat et de collaboration entre associations ? Bonjour. Je voudrais quand même préciser que nous avons un centre de jour, mais nous faisons aussi de l'hébergement. Puisque précisément, la problématique majeure, c'est
le manque de structures d'accueil pour ces fameux mineurs, qui est une population un peu particulière puisque l'on s'adresse aux mineurs qui ne sont pas reconnus mineurs. Donc c'est pire que tout, ce sont des jeunes qui ne sont ni mineurs ni majeurs, donc ils n'ont accès ni aux soins, ni aux hébergements d'urgence pour adultes, puisqu'ils ne sont pas considérés non plus comme des adultes, ni aux hébergements pour mineurs. En l'occurrence, lorsqu'ils sont reconnus mineurs, évidemment, ils ont accès à l'aide sociale à l'enfance. Donc une population particulièrement précaire. Alors, pour revenir à votre question, j'ai aussi envie de dire pourquoi MSF s'engage en France. Pour un peu rebondir sur la première table ronde, c'est que tout de même pas anodin qu'MSF s'engage en France. Il y a des structures comme nos collègues de MDM qui ont plutôt vocation à travailler en France. MSF, nous intervenons ponctuellement lorsque nous considérons qu'il y a une urgence. Est-il normal d'intervenir en urgence en France? Moi, j'ai envie de vous dire non, puisque officiellement, effectivement, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans la réalité, on n'y accède pas. Ou alors c'est tellement complexe sur un plan administratif que nous n'accédons pas à nos structures de soins, ou aussi nous n'accédons pas à des structures d'accueil puisqu'il n'y en a pas suffisamment. Donc c'est encore un choix un peu politique. Je corroborerai le discours de Yann Manzi sur le sujet. Alors, travailler en France, c'est effectivement une autre manière pour MSF de travailler dans le monde. Travailler en France, il faut travailler, en tout cas j'étais la première à œuvrer là-dessus avec la nouvelle mission, c'est de travailler en France avec toutes les associations de terrain. Oui, c'est pas simple, mais c'est pas simple finalement parce que MSF est un peu compliqué aussi dans sa façon de travailler. Nous sommes déjà une des rares organisations à travailler sur fonds propres, donc nous ne sommes pas financés par l'État, nous refusons les subventions. Pour quelles raisons? Pour justement avoir cette capacité à exprimer nos désaccords publiquement et aussi officiellement lors de rendez-vous avec Monsieur Régnier d'ailleurs aussi, en l'occurrence. Mais nous ne pouvons pas travailler en oubliant tous les acteurs terrains qui sont finalement sur ce terrain depuis des années et qui ont une connaissance de la réalité de nos organismes français, de nos structures hospitalières, si l'on parle d'accès aux soins. Et moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, sur le centre de Pantin, par exemple, nous avons été obligés, quelque part, de financer des postes auprès de nos associations partenaires, parce qu'elles n'avaient pas les moyens de le faire, mais avec cette idée de dire, allons-y pour 2 ans ou 3 ans, nous vous finançons un poste, aussi bien sur des juristes que sur des médecins, des psychologues ou des acteurs pour essayer de nous aider à développer des familles solidaires et envoyer nos jeunes dans des familles solidaires. Nous avons décidé de financer des postes pour les aider à travailler avec nous et pour ensuite que progressivement ils financent eux-mêmes ces postes-là et qu'il y ait une pérennité dans ce que nous menons comme action. Aujourd'hui, moi je veux dire que ça se passe bien. Ça se passe peut-être moins bien avec des associations comme Emmaüs, avec qui on n'a pas pu vraiment collaborer initialement lorsqu'il y avait la bulle, mais parce que nous arrivions sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, la preuve, on se parle. Il y a des désaccords qui nous permettent d'ouvrir des discussions et de tenter par la discussion. Et je voudrais reprendre un élément, nous ne sommes pas des militants dans l'âme, nous sommes une organisation humanitaire qui a pour objet de faire du médical. En France, nous utilisons le médical pour faire de la politique et du social. Bon, on ne peut pas faire autrement en France que de faire de la politique pour alerter sur des situations inacceptables. Voilà, donc, bon, moi je suis un peu ennuyée parfois d'être obligée de bousculer nos ministres par des communications avec nos ministres, mais c'est extrêmement compliqué parce que de toute façon, la réalité, c'est que même en faisant de la diplomatie, on n'obtient pas grand-chose. Je suis désolée de le dire. C'est très compliqué, mais on arrive à faire bouger des petites choses, mais nous voudrions aller plus vite. Et ça, c'est un système qui ne fonctionne pas très bien.
Bien, puisque vous avez interpellé votre voisine, je vais lui laisser la parole. Aurélie Elassac-Marzorati, vous êtes directrice adjointe d'Emmaüs Solidarité. Et vous avez en particulier travaillé à la création de centres d'hébergement d'urgence d'Ivry-sur-Seine, qui est bien connu et qui est évoqué dans l'ouvrage sur la ville accueillante, qui a une particularité puisqu'on l'appelle le centre de Paris-Ivry, puisqu'il est sur des bassins construits sur les bassins filtrants de l'ancienne usine des eaux de Paris. Et donc c'est un montage aussi un peu spécifique dont on imagine qu'il a dû passer par des formes de partenariat ou de collaboration entre collectivités locales. C'est pas évident non plus de faire travailler des villes ensemble. On sait très bien que la limite administrative peut agir comme une frontière parfois dans le champ de l'urbanisme et de la construction de manière générale. Alors on imagine que pour des projets comme ça, c'est encore moins évident. Peut-être est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment ça s'est passé sur ce projet d'Ivry ou plus largement à partir de votre expérience? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai envie de remonter quelques secondes sur 2015 pour évoquer cette question de la multiplicité des acteurs qui interviennent sur l'accueil des migrants et plus largement des personnes qui sont sans domicile. En 2015, vous le savez, c'est presque 70 personnes qui arrivaient tous les jours sur le territoire parisien. Et à ce moment-là, déjà, de nombreuses personnes agissaient, des habitants, des associations, des collectivités locales, des partis politiques, des syndicats. Beaucoup de personnes étaient présentes. On était métro La Chapelle en 2015. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres campements derrière. Si je vous évoque cette période, c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, déjà, malgré les peurs qui étaient déjà présentes, eh bien, il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas regarder sans rien faire. Mais toutes ces personnes agissaient de façon parfois désorganisée, avec sa meilleure volonté, dans un esprit de solidarité certain. Emmaüs Solidarité, dont je suis la directrice générale adjointe, qui, juste pour votre information, accueille, accompagne, héberge et loge les plus démunis et appartient au mouvement Emmaüs. Vous avez entendu la Fondation Abbé Pierre tout à l'heure. Eh bien, Emmaüs Solidarité, comme beaucoup d'autres associations et comme beaucoup d'autres personnes à ce moment-là, n'a pas souhaité accepter ce drame humain, ce manque d'accueil, cet intolérable laissé pour compte des personnes qui venaient d'ailleurs. Afghans, Soudanais, Somaliens, Éthiopiens, Érythréens ou autres. Et donc, Emmaüs Solidarité, modestement, a fait une proposition de coordination des acteurs à ce moment-là, en se disant que parce qu'il fallait agir et bien agir, il fallait que les acteurs se coordonnent. Parce qu'évidemment, c'est bien de faire, mais c'est mieux de faire quand on sait ce que fait l'autre, de façon à prendre en compte la personne, vous l'avez dit tout à l'heure, prendre en compte la personne qu'on accueille, la personne qu'on accompagne. Je vous donne un exemple. Quand dans la rue, on propose des cours de langue française de façon multiple, la personne n'a pas un bon apprentissage de langue française. On lui propose un jour pléthore d'alimentation et le lendemain, il y a rien parce qu'il n'y a pas eu d'organisation. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas accueillies, accompagnées correctement. Donc, il fallait à un moment donné coordonner ces acteurs et c'est ce que nous avons proposé à la mairie de Paris. Nous avons donc, à ce moment-là, mis en place une maraude migrants qui avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'aller à la rencontre, de mieux connaître les personnes qui étaient dans la rue, ces personnes migrantes qui arrivaient tous les jours, mais c'était aussi de coordonner les acteurs. Pour être tout à fait honnête, la mission de coordination des acteurs, eh bien, nous n'avons jamais vraiment réussi à la mener à bien. Nous n'avons d'ailleurs jamais réussi à la mener tout court. Pourquoi ? Parce que les acteurs sont divers et qu'il y a plein de raisons dans la solidarité et dans l'agissement et que c'est extrêmement compliqué de coordonner les acteurs. C'était juste pour l'anecdote. Maintenant, je vais passer à la suite et à la création du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle et de son pendant que vous venez d'évoquer, qui est le pendant d'Ivry. Pour faire le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, comme pour faire le centre d'hébergement d'Ivry, il a fallu effectivement convaincre des acteurs très multiples. Il a fallu convaincre les villes, alors la ville de Paris en l'espèce, et la ville d'Ivry. Alors la ville de Paris avait envie d'agir, elle s'est battue à nos côtés pour
pour développer ce centre humanitaire de la Porte de la Chapelle. Elle a à nos côtés mis beaucoup d'efforts pour convaincre l'État qui à ce moment-là craignait, comme l'évoquait ce matin avant moi Yann, l'effet d'appel d'air qui était toujours invoqué. Nous ne pouvons pas ouvrir de structure ad hoc parce que l'appel d'air sera demain une évidence. Et donc, sous ce prétexte de l'appel d'air, aucune structure ne pouvait à ce moment sortir de terre. Et donc, on se satisfaisait de ces personnes sur les trottoirs parisiens. Et donc, avec la mairie de Paris, nous avons convaincu l'État, avec les associations aussi qui étaient à nos côtés aussi à ce moment-là, et puis avec les habitants, je vous le disais, qui étaient présents sur les campements, avec les partis politiques. À ce moment-là, il y avait les Verts qui faisaient beaucoup parler des migrants. Il y avait de nombreux partis qui ne souhaitaient pas ne rien faire. Et donc, je crois que c'est un collectif d'acteurs qui nous a évidemment facilité la tâche et qui nous a permis de construire ce centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, financé au titre de l'État. Oui, financé au titre de l'État, et c'est important de le dire, comme le centre d'hébergement d'urgence d'Ivry, parce que l'hébergement est avant tout une compétence de l'État et que Emmaüs Solidarité a pour mission, je vous le disais en préambule, d'accueillir, d'accompagner et d'héberger. Donc à ce titre-là, elle bénéficie de financement de l'État pour bien accueillir, pour bien héberger. Et donc Emmaüs Solidarité s'est tout simplement battu pour ouvrir un dispositif ad hoc pour cette nouvelle dans le cadre de cette nouvelle situation, puisque on a été confronté, et vous le disiez tout à l'heure, non pas à une crise de la migration, mais à une crise de l'accueil. Il fallait ouvrir des centres dédiés, en tout cas c'est ce que pensait Emmaüs Solidarité, un centre de premier accueil. Alors moi je déteste ce nom de premier accueil qui est un titre qui a été choisi par l'État. Moi, je l'appelle centre humanitaire parce qu'on répondait à une crise de l'accueil, comme de nombreuses associations le font à l'étranger. Et là, en France, on était obligé de développer une réponse comme celle-ci. Et donc, oui, nous avons été convaincre l'État, et ça a pris du temps, ça a pris énormément d'investissements. Nous avons été convaincre l'État pour bien bénéficier des investissements nécessaires pour construire ce centre humanitaire de la Porte de la Chapelle. Et pour construire le centre en lui-même, nous avons aussi travaillé avec l'État et avec les municipalités. Alors, ville accueillante, pour revenir sur ce que vous l'exemple d'Ivry, mais je reviens encore sur l'exemple de la mairie de Paris, puisque Ivry était le pendant du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle qui accueillait les hommes. Ivry, aujourd'hui toujours, est destiné à accueillir les familles, les femmes et les enfants. Eh bien, Ivry a été fait avec, j'ai mon voisin qui travaille à la mairie de Vitry, a été fait avec la municipalité d'Ivry, avec le courage de la mairie de Paris, avec les habitants de Vitry, avec les habitants d'Ivry, avec les habitants parisiens qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ne voulait pas rester à côté et avait envie de voir des structures dignes de notre pays pour accueillir ces personnes qui arrivaient sur le territoire français. Alors c'est effectivement avec les habitants, avec les municipalités, avec l'État, avec les associations que nous avons construit ces dispositifs. Alors pas avec toutes les associations, et c'est là où je rejoins tout à fait Corinne, parce qu'on ne peut pas travailler avec toutes les associations. En tout cas moi c'est un principe que j'ai, peut-être que j'ai tort, mais je pense que c'est extrêmement compliqué de travailler avec un gros collectif et que pour faire ce centre humanitaire comme pour faire Ivry, nous avons fait le choix d'un certain nombre d'acteurs. Et donc nous avons regardé tous les besoins des personnes que nous hébergions, les besoins en termes évidemment de toit, mais aussi les besoins en termes d'alimentation, les besoins en termes scolaires, les besoins en termes de sanitaires. Tous ces besoins, nous les avons listés et nous avons été à la rencontre d'associations qui pouvaient enrichir l'offre d'Emmaüs Solidarité sur ces besoins. Parce qu'à aucun moment Emmaüs Solidarité n'avait la prétention de pouvoir tout faire. Elle s'est dit qu'il fallait qu'elle se dote de partenaires compétents en la matière et que l'État et les mairies, en l'espèce la mairie de Paris et Ivry, devaient accepter ces partenaires comme des partenaires incontournables, parce que pour accueillir dignement, tous ces partenaires étaient absolument indispensables. Et puis pour faire ce centre humanitaire de la Porte de la Chapelle comme ce centre d'hébergement d'urgence migrants d'Ivry, complètement atypique, qui aujourd'hui en son sein, et c'est unique et c'est exemplaire, à une école et à un pôle santé. Et bien pour faire cela, nous avons travaillé en étroite collaboration aussi avec les architectes.
Et je tiens vraiment à préciser ce point, parce que pour être une ville accueillante, eh bien, il faut avoir des beaux objets architecturaux, des objets pensés avec les personnes que nous allons accueillir, et des objets pensés avec le monde associatif qui connaît ces problématiques, et penser ces outils, ces objets architecturaux avec les habitants, pour que ces habitants soient fiers d'accueillir. Parce que pour avoir une ville accueillante, il faut avoir des beaux objets. Alors nous avons construit cette bulle jaune au cœur de Paris avec Julien qui est présent aujourd'hui, qui est l'architecte du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle. Et cette bulle jaune, on l'a voulu pétante, on l'a voulu criarde, on a voulu que les Parisiens soient fiers d'accueillir et qu'ils n'aient plus honte de voir comment, jusqu'alors, on accueillait ces personnes migrantes de façon complètement indigne sur les trottoirs. Alors nous avons voulu faire un symbole. Et au centre d'hébergement d'urgence migrants d'Ivry, eh bien, nous avons aussi été vers la qualité de l'accueil, en pensant cet établissement avec en quartier, de façon à ce qu'on ne soit pas confronté à des grands espaces de dortoirs complètement indignes où l'être humain n'est pas pris en considération. Et donc nous avons traité l'espace avec j'ai juste fini là-dessus, juste pour dire que c'est construit avec les habitants, avec les associations, avec l'État, avec les municipalités, avec les architectes, avec pléthore d'acteurs, mais que pour, à mon sens, que ça réussisse, les acteurs ne peuvent pas être tous au rendez-vous. Maintenant, une ville accueillante doit être une ville qui met à un moment donné en lumière tous ces acteurs qui existent et qui font que notre ville n'est pas une ville faite de notre ville ou notre pays n'est pas une ville faite de peur. Il faut assumer l'hospitalité, et donc il faut qu'il y ait des lieux en France et à Paris, puisque nous sommes à Paris aujourd'hui, qui réunissent tous ces acteurs qui agissent au service de l'hospitalité et de l'accueil. Bah, écoutez, vous avez fait une transition toute faite. Vous avez interpellé Julien Belair, vous êtes architecte. On n'est pas n'importe où ici, on est à Paris, mais on est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc, vous êtes le président et le fondateur de l'association le 6B, mais c'est pas à ce titre-là que vous êtes présent aujourd'hui. C'est plutôt par vos interventions sur les questions de l'architecture de l'urgence, comme on le dit, et puis en particulier votre conception du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle dont vous venez de parler. Alors pour un architecte, qu'est-ce que ça pose comme question spécifique de construire des centres comme ça? On imagine qu'il y a des logiques un petit peu en tension entre la circulation et l'ancrage, entre le temporaire et le durable, etc. Donc est-ce que pour un professionnel architecte, ça renvoie à des problématiques ou des manières de travailler différentes d'un autre projet architectural? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Très rapidement, effectivement, j'ai travaillé pour monter des lieux autogérés par la population, comme le 6B à Saint-Denis, qui réunit 200 structures qui travaillent ensemble et qui essaient de rendre la ville peut-être un peu plus accueillante. J'ai travaillé dans les bidonvilles de manière illégale avec ces gens qui essaient de s'abriter. J'ai travaillé avec des institutions, beaucoup avec Emmaüs Solidarité, et donc avec l'État, les villes, etc., pour arriver à faire quelque chose de mieux. Je commencerai par dire, j'ai 3 points que j'aimerais développer. Le premier, c'est de dire que bien sûr, pour pouvoir accueillir, il faut que l'hôte ait envie d'accueillir, et il faut qu'il se sente en capacité, donc qu'il ait les moyens. Les moyens, on peut les trouver tous ensemble, pas que à l'État. Il faut arrêter toujours de demander à monsieur là-haut de tout faire tout seul. Peut-être qu'on a tous les moyens, et si on met chacun 1 franc, on arrive à avoir 1000 francs. On peut se remonter les manches tous ensemble, et on peut faire en sorte de le faire, même si les autres le font pas. Il faut se sentir surtout suffisamment bien pour pouvoir accueillir. Et donc c'est là que je voulais commencer. Aujourd'hui, la ville n'est pas accueillante. Pour personne. Je ne sais pas pour vous. En plus, quand tu es noir et que tu viens de l'autre bout du monde et que tu parles pas la langue, je vois pas comment tu pourrais être bien accueilli en France. Moi, j'habite à Saint-Denis, donc c'est facile. Mais je pense que même dans le quartier ici, je suis pas sûr que les gens se sont accueillis. Je suis pas sûr que quand on se balade sur le Troca, juste à côté, on rencontre des gens, on accueille le touriste, voilà. Donc elle est pas accueillante, cette ville. Comment faire pour la rendre accueillante? Peut-être que cette misère qui nous arrive, qui existe, peut-être qu'elle est mère d'une nouvelle innovation, comme dirait Yona Friedman, et peut-être qu'elle va nous permettre de redevenir plus accueillants. Ayant travaillé encore pas mal dans les bidonvilles, quand je rencontre des familles qui a une cabane qui se libère, et ben la place elle est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Dans des conditions de grande misère, et ben on est obligé d'accueillir parce qu'en fait c'est de la coopération obligatoire parce qu'on sait qu'on est potentiellement dans cette situation, donc on accueille. Voilà, donc peut-être qu'on n'est pas assez dans la merde pour pouvoir accueillir les autres. Voilà. Il faudrait revenir un peu dans notre histoire pour se rappeler qu'on a quand même accueilli.
Voilà, donc ce principe. Une deuxième chose, c'est que pour pouvoir accueillir, il faut d'abord se sentir bien, être dans le plaisir, être dans le beau, être dans la convivialité, être dans l'envie d'échange. Or, on est toujours dans du misérabilisme, on est toujours, on galère, on manifeste, on n'a pas de boulot, on n'a pas de... Voilà, donc il faudrait d'abord être bien pour pouvoir accueillir un autre. Je pense que cette question de l'hébergement d'urgence est bien souvent trop misérabilisme, et je remercie Emmaüs Solidarité et d'autres acteurs d'essayer de changer cette vision. Ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans, 4 ans, où on ramène ces idées du beau, du faire ensemble, du voisin, de la culture, et que du coup l'accueil devient beaucoup plus complexe que simplement avoir un toit. Habiter, c'est pas être hébergé. La ville du 21e siècle, on est en train d'aller dans le mur, on meurt dans Paris de pollution. Voilà, donc peut-être que c'est l'occasion de faire une ville plus gentille avec l'environnement, dans laquelle on pourra respirer et dans laquelle nos enfants pourront vivre et être fiers de cette ville et simplement survivre. Je pense à la nature et je reviens sur cette idée que le bidonville, en fait, il n'y a pas de projet d'archi et d'urbanisme avec un aussi faible impact carbone. Regardez comment ils construisent, ils achètent rien, ils produisent rien. Donc c'est peut-être aussi une leçon qu'on peut avoir quand on parle de réemploi. Et moi, en tant qu'archi, quand je construis un immeuble d'habitat participatif et groupé, avec du social, tout en bois, etc., j'arrive pas à faire de réemploi. Je reviendrai tout à l'heure sur cette histoire de la réglementation qui peut-être est contraignante et qui peut-être nous oblige à pas ouvrir les yeux sur ce qui est à côté de chez nous. Pourquoi, quand il y a un bidonville à côté, on ne bosse pas avec? Moi, je suis archi. Pourquoi la ville ne travaille pas avec? Parce qu'il y a des problèmes de réglementation et donc de responsabilité. C'est-à-dire que le maire, bien sûr, il est très triste quand un bidonville meurt, quand un bidonville brûle l'hiver et qu'il y a des enfants qui meurent. Pourquoi? Parce qu'on ne l'accompagne pas, qu'on ne fait pas de plan de prévention incendie, qu'on ne fait pas assez d'accompagnement à la santé et à l'hygiène. Un troisième point rapidement que je voulais développer, c'est une histoire de liberté. C'est-à-dire que accueillir l'autre, est-ce que c'est forcément lui faire un écrin magnifique? Peut-être pas. C'est lui permettre d'être là, lui donner le droit à la ville. Voilà. Et je sais que je suis pas d'accord avec beaucoup de monde là-dessus, et notamment avec ma femme. C'est-à-dire que quand on accueille quelqu'un à la maison, elle nettoie la chambre, elle change les draps, elle prépare un dîner, etc., etc. Moi, je suis plutôt d'avis de passer les clés et la personne, elle vient et on verra ce qu'on peut faire. Parce que du coup, j'arrive à accueillir beaucoup plus souvent. Donc voilà, le droit à la ville. Est-ce qu'il faut tout faire pour l'autre? Est-ce que cette nouvelle façon de faire de la ville informelle n'est pas l'occasion de re-questionner notre fabrique urbaine? Je rappelle qu'au Nigeria, les villes se font pas comme ici. Je veux dire, il y a un exode rural de dingue, on trace par terre, les gens y viennent. Rappelons aussi que Caracas, au départ, c'est 80% de logements informels. La ville peut se fabriquer comme ça. On peut avoir des gens qui viennent, qui s'installent de manière informelle, et ensuite on travaille avec les ONG d'abord, parce qu'on n'est pas dans le droit, ensuite avec les institutions pour légaliser ces installations. On le fait dans les dom-toms. J'ai entendu parler tout à l'heure des dom-toms. Quand des gens habitent dans un bidonville depuis 40 ans, 3 générations, et qu'ils ont bossé dans la sucrière ou quoi, eh ben, on légalise le terrain. À partir du moment où on légalise le terrain, la personne fait du dur, elle construit sa maison, elle fait éventuellement appel à des archis, et ça devient de la vraie ville. Rappelons qu'au Moyen-Âge, on faisait comme ça ici aussi. Donc voilà, la liberté de l'autre, lui permettre de l'être et peut-être l'accompagner, plutôt que tout faire tout de suite, et d'en plus se dire qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc la liberté, bien sûr, mais un cadre pour pouvoir regarder, voir ce qui se passe, ces situations qu'on a au banc de nos villes, porte de la Chapelle, etc. Il faut les accompagner. Il ne faut pas dire que ça ne devrait pas exister, il faut dire « ok, ça existe, comment on fait pour que ce soit moins pire ?» Alors justement, Frédéric Bourdon, vous êtes directeur de cabinet du maire d'Arcueil, mais également une double casquette, conseiller municipal à Vitry, ça a été évoqué tout à l'heure, donc vous êtes bien confronté, comme le disait Julien, à ces situations, il faut les prendre en compte, qu'on le souhaite ou non, plutôt que de porter un regard misérabiliste, il faut acter avec ces situations humaines et essayer de les améliorer. Comment une collectivité locale, selon vous, pour le point de vue d'une collectivité, sur ce que devrait être, ce que pourrait être une ville accueillante ?
Déjà, merci aux organisateurs de nous avoir tous invités, je pense. Et puis une belle table ronde paritaire en plus. Donc, c'est pas le cas de toutes les tables rondes, mais il faut le souligner. Non, mais trêve de plaisanterie. On a eu tout à l'heure une très belle introduction sur la question de la ville accueillante. C'est un sujet, à mon avis, qui est très large et qui dépasse la question seulement de l'hébergement, de l'habitat, de la construction. Et donc, il y a aussi la question sociale, et la question de l'éducation, la question de l'accès aux droits et à la culture. Et c'est exactement tous ces sujets que les collectivités doivent réfléchir. Cela dit, et c'est pour ça que je viens avec une double casquette, c'est parce que j'ai au moins une vision à l'échelle de 2 communes qui sont certes pas très éloignées l'une de l'autre. Arcueil est à 5 km de Vitry-sur-Seine, même si j'y ai des fonctions et des engagements différents au niveau politique. Mais la situation n'est pas tout à fait la même qu'on soit dans une ville ou qu'on soit dans une autre en ce qui concerne l'hébergement. Et nécessite de toute manière ce qu'on travaille en partenariat avec les associations, avec aussi les enseignants quand il s'agit je vais en donner un exemple juste après, mais voilà, la question de l'accès à l'éducation, de l'accès aux droits nécessite de travailler de manière plurielle et partenariale. Pour prendre l'exemple d'Arcueil, nous n'avons pas spécialement beaucoup d'hébergements pérennes. Et nous sommes surtout, quand je dis confrontés, c'est parce qu'il y a des difficultés qu'on rencontre après. Mais nous avons la présence d'hôtels sociaux qui sont en plus concentrés dans un quartier de la ville qui est politique de la ville, donc avec socialement déjà des difficultés que l'on peut rencontrer pour essayer d'accompagner les habitants. Et donc on a une situation dans un quartier qui nécessite de devoir réfléchir avec les enseignants à la manière dont on peut associer les enfants, entre autres, qui sont logés dans ces hôtels sociaux, à l'accès, par exemple, à la langue française, et aussi au code qu'on doit intégrer les uns et les autres pour vivre en société. Quand une ville comme la nôtre, qui, vous m'excuserez, mais on est aussi partenaire de l'État, mais quand l'État se désengage financièrement, alors qu'il y a 40 ans, elle a commencé un acte de décentralisation qui s'est répété à plusieurs reprises ces dernières 40 années, et qu'on revient en arrière sur la question du financement des collectivités locales, il y a une difficulté pour une collectivité, pour une mairie, à mettre les moyens dans les écoles, dans les moyens pour accompagner au niveau éducatif et culturel. C'est une parenthèse, mais on a perdu, par exemple, 15 à 20% de notre dotation ces 4 dernières années. Donc voilà, c'est un peu lourd de continuer à accompagner socialement et d'accompagner l'intégration des nouvelles populations, des nouveaux habitants qui arrivent dans nos quartiers. Cela dit, quand on essaye de mettre en place ce qu'on appelle un PRE, c'est le projet de réussite éducative, l'État ne comptabilise pas les enfants qui sont issus des hôtels sociaux. Et donc, quand on a dans ces hôtels sociaux des familles monoparentales, surtout des femmes avec des enfants qui vivent à 5 dans une chambre, qui n'ont pas de cuisine, voilà, il y a quand même des choses derrière à faire quand on est une collectivité. Il y a accompagner sur la question de l'accès à la nourriture. Enfin, ça a l'air des choses peut-être très concrètes, mais ça se multiplie par le nombre de personnes qu'on accueille dans la ville. Donc l'accueil dans la ville, il n'est pas simplement de permettre à ce que, tiens, on va placer des gens là dans un hôtel ou dans un centre d'hébergement d'urgence tel que je l'ai connu, puisque celui d'Ivry est vraiment tout proche de Vitry. J'habite à 50 mètres du centre d'hébergement d'urgence, et d'ailleurs c'est une réussite, bravo pour ce qui a été fait, et merci à l'État aussi d'avoir financé en partie, et même si la ville de Paris a mis à disposition le terrain. La différence entre les villes dans l'approche de cette thématique qui est la ville accueillante, le diagnostic qui est différent selon les villes,
fait que le travail partenarial n'est pas toujours facile non plus. En tant qu'élu à Vitry-sur-Seine, il y a quelques mois, la ville, alors je ne suis pas élu de la majorité, mais ça m'empêche que je peux être solidaire du maire et de la municipalité sur cette question-là. Quand le maire est sollicité par la préfecture, parce qu'il y a un ancien équipement, un ancien collège désaffecté qui doit être utilisé pour y placer une centaine d'hommes. Donc l'État oblige, et c'est une bonne chose puisqu'il faut placer, il faut héberger. Mais quand on a 15 jours pour se retourner, quand on est une collectivité, c'est difficile d'associer les habitants, c'est difficile, contrairement à ce qui s'est fait dans le cas d'Ivry, c'est difficile d'arriver à convaincre et de dire oui, on est pour un accueil et on est pour un accueil digne. Donc les choses finissent par se rétablir parce que c'est à l'épreuve de l'expérience que la plupart des habitants finissent par dire il y a en effet des résultats probants, positifs, l'accompagnement a été bon et donc l'envolée xénophobe qu'on a connue en rayon public avec 250 personnes, où il a fallu faire contrepoids politiquement des sujets et des thèmes qui étaient abordés par des habitants, bon, voilà, à l'épreuve du temps fait pchit, et donc on arrive à faire des choses intéressantes. Il y a, j'essaie de décourter un peu mon propos, mais il y a pour la ville d'Arcueil, comme d'autres villes en région parisienne, l'intérêt de travailler et d'anticiper les choses et de travailler sur du long terme et de pas se dire maintenant on va être confronté à des obligations parce que l'État nous dit maintenant il faut réquisitionner tel lieu ou vous allez avoir 30 familles qui vont arriver dans l'hôtel social, etc. Il faut travailler avec d'autres collectivités. Et c'est pour ça que, on fera le lien avec Céline tout à l'heure, la création de l'Association nationale des villes et territoires accueillants est pour nous une aubaine de savoir comment ça se passe dans la ville d'à côté, mais aussi de savoir ce qui se passe à Grande-Synthe, à Bègles, à Grenoble ou à Nantes ou à Strasbourg. C'est de savoir que selon les particularités, il peut y avoir des choses qui peuvent être mises en place pour faire une ville qui soit plus accueillante. Et j'en termine avec ça, à l'échelle au moins de la métropole parisienne, alors la métropole du Grand Paris s'étale sur Paris et 3 autres départements. Et donc, il y a une réflexion à mener sur la manière dont on construit les villes accueillantes. Et s'il y a des singularités selon les villes, il y a aussi un déséquilibre dans notre métropole. C'est celui d'avoir plus de places d'hébergement, par exemple, à Saint-Denis, on parlait de Saint-Denis tout à l'heure, et peut-être dans le sud parisien, à Ivry par exemple, que dans les Hauts-de-Seine, et dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre peut-être plus que dans d'autres villes comme à Courbevoie par exemple, ou Levallois. Voilà, je ne citerai pas d'exemples, je ne ciblerai pas de personnes en particulier. Voilà, donc il y a un vrai enjeu, à travailler à l'échelle des 131 villes de la métropole, à réfléchir comment l'hébergement peut être travaillé, réparti. On a actuellement 105 000, si je me réfère aux chiffres du diagnostic du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, 105 000 SDF, on a 114 000 places d'hébergement, donc il faudrait doubler ce que nous avons actuellement de disponible. Et donc les 1000 places qui pourraient être créées rien qu'en se conformant à la loi et en essayant de combler les manques qu'il y a sont loin d'être accessibles. Donc le travail doit être fait en partenariat avec l'État, doit être fait en partenariat avec les associations et les ONG et les habitants. Nous avons des grandes zones, des grandes friches. À Vitry, en tant qu'élu, je connais celle des ZAC, ce qu'on appelle les ZAC des Ardoines, où il va y avoir 8000 logements qui vont être construits. C'est une nouvelle ville dans la ville. Et je ne suis pas sûr qu'on réfléchisse à des lieux innovants, nouveaux, qui permettraient d'héberger autrement ceux qui sont de passage, comme le disait tout à l'heure Michel Lusseau. Tu as évoqué le réseau national des villes et territoires accueillants. Céline Barret, tu en es la coordinatrice.
Peut-être tout le monde ne le connaît pas, donc d'abord commencer par présenter un petit peu ce réseau, et puis c'est encore un moyen de parler de l'État. Est-ce qu'il s'agit d'un réseau de villes qui se construit contre l'État, c'est-à-dire plutôt qui se conçoit comme une alternative aux politiques nationales d'accueil ou de non-accueil ? Et si c'est le cas, je voulais juste faire une petite digression et évoquer le mouvement des villes sanctuaires aux États-Unis et vous conseiller la lecture d'un petit ouvrage qu'on vient d'éditer au PUCA qui s'appelle « Le retour des villes dissidentes », qui a été écrit par un politiste, Nicolas Maizetti, qui est téléchargeable gratuitement et disponible aussi à l'entrée de la salle en quelques exemplaires, qui raconte un peu ce mouvement des villes sanctuaires aux États-Unis. Ou de Londres, il prend aussi l'exemple de Londres contre le Brexit, ou des villes suite à la décision de Trump de quitter l'accord de Paris suite aux questions environnementales, c'est-à-dire des collectivités qui s'opposent à leur État central et s'organisent, décident de se regrouper pour promouvoir des politiques alternatives. Alors en l'occurrence, en matière d'accueil, est-ce qu'il s'agit d'un réseau qui s'inscrit dans cette filiation-là ou non ? Je vais commencer par répondre directement à cette question. Non, ce n'est pas un réseau qui s'oppose à l'État. C'est un réseau déjà d'élus qui se sont réunis. En fait, on a organisé la Convention nationale sur l'accueil et les migrations à Grande-Synthe l'année dernière, pendant 2 jours. Il y avait 2000 personnes qui étaient présentes à cette convention. Et pas mal d'élus qui étaient là aussi, à la fois pour échanger sur les pratiques d'accueil et aussi pour faire part d'un isolement de leurs actions. C'est-à-dire que y a énormément d'élus de collectivités qui œuvrent à l'accueil et qui mettent en place des dispositifs d'accueil, que ce soit pour les personnes réfugiées statutaires, mais en fait pour toutes les populations en situation de précarité sur leur territoire. Et de cette convention, en fait, est née l'idée de créer un réseau d'élus, à la fois d'élus de la majorité et aussi des élus de l'opposition, un réseau de villes et de territoires qui comprennent aussi les territoires ruraux, parce que là on aborde beaucoup la question de la ville, mais il y a aussi énormément la question des villages et des territoires ruraux qui sont dans cette logique d'accueil. Donc il faut aussi qu'on prenne en compte cette réalité territoriale. Aujourd'hui, c'est une association qui est présidée par Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, et qui réunit une vingtaine de villes partout en France, 3 régions qui ont demandé à adhérer à l'association, une quinzaine d'élus individuels, donc des élus soit d'opposition, on a notamment des élus d'Hénin-Beaumont, mais des élus d'opposition d'Hénin-Beaumont, et une vingtaine de villes aussi qui sont en cours d'adhésion pour pouvoir intégrer le réseau. On n'intègre pas ce réseau juste par volonté politique d'une personne, on fait voter une charte, la charte de l'association en conseil municipal, donc il y a un débat de fond aussi sur la question de l'accueil qui est à avoir en conseil municipal. Donc c'est aussi un processus qui prend du temps parce que ça nécessite aussi un engagement des élus qui portent cette demande d'adhésion. Cette association, elle a pour volonté de mobiliser les élus aussi politiquement sur les questions et les enjeux liés à l'accueil et de valoriser toutes les initiatives déjà existantes sur le territoire français, mais aussi être en lien avec d'autres territoires. On est en lien avec des réseaux de villes en Italie, en Espagne, et c'est aussi pour raconter une autre histoire. C'est aussi pour valoriser les initiatives qui sont déjà existantes, les élus qui, avec l'aide d'acteurs associatifs, de citoyens, mettent en place des dispositifs pour pouvoir répondre à la fois aux enjeux liés à l'urgence, au premier accueil, en tout cas à l'urgence, mais aussi à l'accompagnement et à l'accueil sur le moyen et long terme sur les territoires. Moi, je voulais aussi rajouter la question des chercheurs dans la nécessité aussi de créer des liens et des ponts entre les différents acteurs, parce que les élus, tout comme aussi les acteurs associatifs, je pense qu'on a un vrai besoin de compréhension et d'analyse aussi de nos actions. Et je pense que le milieu scientifique peut aussi trouver des outils et des moyens de pouvoir accompagner
les élus et les acteurs associatifs sur le terrain. Je reviens à ce réseau, donc l'ANVITA. Elle a été fondée par 10 villes. On a donc un président et 9 vice-présidents. Et c'est donc l'idée de mettre en commun et d'échanger sur les pratiques d'accueil. Comment, tu le disais, comment Bègles peut s'inspirer de Montreuil, comment Montreuil peut s'inspirer de Grenoble qui est en train de réfléchir à mettre en place une carte de citoyenneté de résidence, comment on peut accompagner aussi des villages qui, du jour au lendemain, ou en tout cas des territoires ruraux, qui du jour au lendemain doivent ouvrir un ancien lieu. Je prends toujours l'exemple d'un village dans le Var qui a dû ouvrir une maison de retraite vide pour pouvoir accueillir des demandeurs d'asile soudanais, hommes seuls. Comment cet asso peut aussi avoir une réactivité pour aller vers ces élus et les mettre en lien avec d'autres collectivités qui ont déjà eu cette expérience de l'accueil, soit imposée, soit voulue, et comment on peut aussi s'accompagner entre territoires pour pouvoir mieux accueillir. Nous, on parle d'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que on porte cette valeur de l'inconditionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, les villes de fait accueillent des personnes en situation de précarité, qu'elles soient réfugiées statutaires, qu'elles soient qu'elles soient dublinées, qu'elles soient déboutées, qu'elles soient sans papier, qu'elles soient en procédure d'expulsion. Ces gens habitent la ville. Et comment les territoires, peu importe le statut juridique de ces personnes, peuvent contribuer et assumer leur responsabilité de l'accueil. Donc c'est aussi dans cette charte qu'est débattue la notion de l'accueil inconditionnel. Et on part aussi du principe qu'on n'est pas face à une crise migratoire, mais qu'on est face à une crise de l'accueil et que les collectivités ont à la fois ce devoir d'assumer ces responsabilités, parce qu'elles ont aussi des compétences en matière d'accueil, et de porter des valeurs universelles autour de l'accueil inconditionnel. On s'est formé aussi autour de différentes thématiques qui en fait viennent du terrain et des besoins des élus, notamment sur la question de la reconnaissance de la légitimité temporaire, de présence temporaire. Comment accueillir des personnes en situation de transit? Alors on est plus face à des problématiques pour Grande-Synthe ou pour Briançon. Comment ces gens qui passent par la ville peuvent être accueillis de manière digne, sans forcément toujours dans un contexte ou une réflexion autour de l'urgence humanitaire. Comment on pourrait penser cet accueil transitoire de manière pérenne? Comment on met en œuvre notre devoir d'hospitalité en tant que citoyen, en tant qu'élu ou en tant qu'acteur au sens plus large, pour répondre à la fois aux urgences de l'accueil donc inconditionnel, mais aussi l'accueil sur le moyen et long terme. Comment on travaille avec les différents acteurs, notamment les régions, sur la question de l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Comment on prend vraiment beaucoup plus sérieusement en compte la question des jeunes majeurs. Et comment on crée ce dialogue avec l'État. On n'est vraiment pas du tout dans une logique d'opposition. Mais en tout cas, le constat est que les villes se sentent parfois très isolées dans l'interpellation. Et donc c'est aussi l'idée de penser une interpellation collective pour qu'on puisse enfin dialoguer et faire remonter les réalités territoriales pour que ce soit pris en compte au niveau de l'État. En ce qui concerne le partenariat avec les autres acteurs, les élus sont clairs avec ça, c'est que les élus ne peuvent pas agir seuls et sont généralement en fait très en attente aussi d'améliorer les partenariats avec les autres acteurs, notamment avec les acteurs associatifs. Je pense que concrètement, il y a une sorte d'incompréhension entre ces types d'acteurs et il y a un vrai travail de fond à faire entre les autorités locales et les acteurs associatifs qui vivent peut-être la même situation mais qui l'expriment pas de la même manière. Donc il y a un vrai travail à faire avec ça, en tout cas sur cette situation. Et dans cet objectif-là, on va organiser une rencontre, une alliance entre autorités locales et acteurs de la société civile. C'est l'OCU, donc l'Organisation pour une citoyenneté universelle, qui est un collectif d'associations qui comprend le CCFD, Emmaüs International, la Fondation Daniel Mitterrand et le mouvement Utopia. Et donc c'est l'idée, avec ce collectif, de travailler avec des élus membres de l'ANVITA à créer un agenda commun. On va se rencontrer le 3 et 4 octobre à Paris. Et c'est l'idée vraiment déjà de faire une sorte d'état des lieux de
pourquoi parfois on n'arrive pas à travailler ensemble et alors qu'on a des réalités territoriales parfois assez similaires. En tout cas, on vit les mêmes choses et voilà, donc c'est créer un agenda commun pour rassembler ces différents acteurs et envisager une convergence d'acteurs sur la question de l'accueil. On a une très belle table ronde. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé vous laisser à tous la parole une deuxième fois, mais on me dit que ce ne serait pas très sympa pour les camarades qui passent après, puisqu'ils n'auraient plus le temps. Donc je vous remercie à nouveau pour votre participation. Ben, je le comprends, mais... Et j'invite Dorothée Bocara à nous rejoindre pour la table ronde suivante.